Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette conférence mensuelle organisée par l'Institut FMES en partenariat avec l'Université de Toulon. La conférencière d'aujourd'hui, c'était Maud Kessar, qui nous a malheureusement prévenu il y a quelques heures qu'elle ne pourrait pas intervenir aujourd'hui pour des raisons personnelles importantes. Sur le sujet des États-Unis en Méditerranée. Et donc, c'est le professeur Pierre Razou qui, j'allais dire, qui s'y colle aujourd'hui. C'est un expert reconnu du Levant, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, spécialiste des conflits contemporains, qui a écrit de nombreux ouvrages qui sont des ouvrages de référence, notamment un ouvrage plusieurs fois réédité, La guerre Iran-Irak, première guerre du Golfe, aux éditions Perrin. Et son dernier ouvrage, c'est le siècle des As, qui couvre la période du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à 1988, une autre histoire de l'aviation qui a été aussi publiée chez Perrin, qui a reçu le prix Guimer 2019. Vous voyez, donc un chercheur au spectre très large et qui est, et c'est ça l'important, depuis maintenant plusieurs mois, directeur académique et de la recherche à l'Institut FMES. Donc, expert du sujet qui va traiter aujourd'hui, qui est le sujet des États-Unis en Méditerranée, des États-Unis qui se sont un petit peu rétractés depuis au moins 2 mandats de président, Obama et Trump, rétractation qui a laissé de la place à d'autres acteurs, et c'est un des facteurs qui a qui a accentué la déstabilisation de notre zone de préoccupation, la Méditerranée et le Moyen-Orient, même si c'est pas le seul critère, mais ça a été évidemment un point clé. Et donc la nouvelle administration Biden, avec les points d'interrogation qu'elle pose, sera suivie avec beaucoup d'attention pour savoir quelle sera sa politique en Méditerranée. Et l'impact iranien, le facteur iranien est un facteur clé dans cette équation. Et nul mieux que Pierre Razou pour étudier, pour nous présenter les hypothèses et les facteurs en présence de la présence américaine en Méditerranée, et notamment liés au positionnement vis-à-vis de l'Iran, qui est un des facteurs qui risque de changer dans les mois et les années qui viennent. Bonne conférence à tous. Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup Pascal. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais exprimer une pensée toute particulière pour Maud Kessar, que je connais bien, qui aurait dû être là ce soir. J'essaierai d'être non pas fidèle à sa pensée, mais comme c'est un sujet que nous avons travaillé longuement ensemble, je pense pouvoir, sans trop de difficultés, vous dire que mes propos seront très largement fidèles à ce qu'elle vous aurait dit ce soir, et elle reviendra certainement lors d'une prochaine conférence lorsque les choses iront mieux pour elle. Donc, j'entame tout de suite et j'essaye de vous passer une première carte. Alors, ce que vous avez sous les yeux là, c'est un petit peu le bassin méditerranéen, coloré des 2 couleurs politiques américaines, bleu pour les démocrates, rouge clair ou orange pour les républicains. Cette carte, c'est un petit peu pour vous montrer que dans le bassin méditerranéen, tout le monde n'est pas ravi de l'arrivée de Joe Biden. Alors clairement, les pays européens sont absolument heureux et ont applaudi des 2 mains à l'élection de Joe Biden, de même que la Tunisie et l'Algérie, mais aussi le Liban, les territoires palestiniens, l'autorité palestinienne et la Jordanie. Mais à l'est de la Méditerranée, globalement, les dirigeants avaient clairement misé sur l'élection de Donald Trump, avec qui ils avaient noué une relation personnelle, et comme Donald Trump finalement ne les embêtait pas trop sur les sujets qui fâchent, eh bien évidemment, ils auraient bien aimé qu'il soit réélu. Alors sur l'extrême gauche de la carte, au Maroc, c'est un cas un petit peu particulier. Le roi Mohamed VI est traditionnellement plutôt, comme les pays maghrébins, enclin à suivre l'agenda démocrate, mais il se trouve que Donald Trump avait finalement reconnu
ce qu'il présentait comme la maroquinité du Sahara occidental, ce qui était une revendication ce qui reste une revendication de très longue date du royaume chérifien. Donc évidemment, Mohammed VI ne pouvait qu'être ravi de cette prise de position de Donald Trump. Donc sur cette carte, vous voyez bien qu'en fait on a finalement deux pôles, une partie on va dire plutôt centrale et rive nord qui est ravie donc de l'élection de Joe Biden, et donc la Méditerranée orientale plutôt très réservée. Alors ce qui est sûr, quand on regarde l'agenda électoral de Donald Trump, ses déclarations de campagne, ses premières déclarations depuis qu'il est officiellement nommé, qu'il a prêté serment, clairement le bassin méditerranéen n'est pas sa priorité. Pour lui, son attention majeure va se focaliser clairement sur le front intérieur américain, donc essayer de réunifier un petit peu une Amérique très divisée, très morcelée. Ça va sur le plan international, il va faire de gros efforts sur le climat, sur le multilatéralisme, rassurer ses alliés traditionnels. Et puis bien sûr, sur le flanc sud, on va dire, c'est le dossier iranien. J'y reviendrai tout à l'heure en deuxième partie de présentation. Mais ce qui est certain aussi, c'est que son équipe, qui est extrêmement, qui connaît à fond les dossiers, puisque la plupart des membres de son équipe étaient déjà présents pendant les 2 mandats d'Obama. Donc, ce sont des gens, notamment son secrétaire d'État Anthony Blinken, qui connaissent par cœur les dossiers de la région. Tout le monde perçoit bien que la Méditerranée, c'est un segment, on va dire, c'est un corridor absolument stratégique qu'il faut défendre à tous les moyens. Et sur cette carte-là, vous allez voir un petit peu l'illustration, si vous voulez, du fait que le continuum Méditerranée-Mer Rouge est véritablement l'une des pierres angulaires de cette route maritime vitale qui relie l'Asie, la mer de Chine, l'océan Indien, donc la Méditerranée, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Europe et au-delà de ça, l'Atlantique Nord et donc la côte est américaine. Cette route maritime est l'artère jugulaire des économies de notre monde globalisé. Ce qui veut dire que si quelqu'un ou si une force ou un groupe venait à couper, même momentanément, cette route maritime, évidemment, c'est toutes les économies de nos pays industrialisés et notamment les pays asiatiques qui seraient considérablement affaiblis. Donc, c'est un véritable enjeu stratégique au niveau de la rivalité, notamment de puissance, entre les États-Unis et la Chine. Et justement, depuis une petite dizaine d'années, on assiste à des pressions russes et chinoises croissantes, à la fois sur le Moyen-Orient et sur la Méditerranée. Donc, pression que vous voyez représentée à travers donc ces flèches rouges qui s'exercent en direction du canal de Suez, de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée orientale, de la mer Rouge, à travers toutes les prises de position, l'installation de bases, les déclarations intempestives, les interventions militaires des uns et des autres, en tout cas pour les Russes. Donc, pour les Américains et pour Joe Biden et pour l'administration démocrate, la Méditerranée, ça reste d'abord et aussi et avant tout, donc c'est un axe maritime majeur, on en a parlé, mais c'est une ligne d'endiguement face à la Russie et à la Chine. C'est-à-dire que c'est là, ce corridor, si vous voulez, maritime, doit rester absolument ouvert et ne doit pas être fermé ni par les Russes ni par les Chinois. Donc les Américains sont prêts à le défendre. Son continuum bassin méditerranéen, mer Rouge, parce que les deux sont quand même directement liés, c'est aussi l'importance des câbles sous-marins. Câbles sous-marins, pourquoi? Parce que quand vous jouez ou quand vous surfez sur Internet avec votre outil préféré, faut vous dire que 97% de vos communications passent par les câbles sous-marins. Et que en Méditerranée et en mer Rouge, ces câbles sous-marins se concentrent et passent par les mêmes choke points que les routes maritimes, et on le verra tout à l'heure, que les routes également énergétiques. Donc ça passe par le verrou du détroit de Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et l'océan Indien, au niveau de Djibouti et du Yémen. Ça passe par le canal de Suez, d'où l'importance de l'Égypte. Ça passe par le détroit de Sicile, d'où l'importance aussi de la Tunisie et du lien sur la Méditerranée centrale. Et bien sûr, ça passe par le détroit de Gibraltar,
D'où l'importance stratégique du Maroc pour les Européens, pour les Américains, parce que le Maroc, c'est l'un des protecteurs du détroit de Gibraltar. Et ces câbles et la sécurisation de ces câbles sous-marins, c'est vital. Pourquoi? Parce que comme une grande partie des communications passent par là, tous ceux qui pourraient être mal intentionnés, y compris des grandes puissances, qui voudraient par exemple faire de la propagande, influer sur les prises de décision ou sur la manipulation de certaines opinions publiques. Et là, ça m'amène à vous parler du bouquin de Maud Kessar sur les guerres de l'information, dont elle vous aurait sûrement parlé un petit peu ce soir, mais en tout cas que nous recenserons dans la lettre, dans notre newsletter de ce mois-ci. Donc tous ceux qui sont mal intentionnés, qui pourraient être tentés de couper ou d'interrompre ces câbles sous-marins, mais évidemment ont tendance à se positionner, à mettre des bases pas loin de ces choke points, ou en tout cas pas loin de ces points de passage. Et puis la Méditerranée et le bassin méditerranéen, bien évidemment, c'est aussi important pour les flux énergétiques. Et de ce côté-là, les Américains, clairement, évidemment, se positionnent et ont comme stratégie et restent en Méditerranée présents militairement pour défendre et protéger ces flux énergétiques. Quand vous regardez sur cette carte-là, vous voyez que finalement, il n'y a pas tant de ça, il n'y a pas tant de pipes, d'oléoducs et de gazoducs que ça qui traversent la Méditerranée. Et si vous regardez bien, comme par hasard, vous voyez qu'à côté de chacun de ces passages, en règle générale, vous avez des bases américaines. Ce qui veut dire que les bases américaines, qui sont toutes situées, on y reviendra tout à l'heure, qui sont toutes situées finalement à proximité de choke points cruciaux, ou en tout cas en posture d'agir sur ces choke points cruciaux, évidemment, protègent donc le trafic maritime, protègent les câbles de communication et protègent les flux énergétiques. Et le bassin méditerranéen, pour les Américains, et notamment pour les industriels américains, c'est aussi bien entendu un marché attractif pour tout ce qui est deal énergétique, donc pour les hydrocarbures, mais aussi pour les transports, Boeing, j'en passe, et bien sûr pour les contrats d'armement. On le voit bien en ce moment avec on va dire les Chicaya, qu'il y a avec la Grèce, la Turquie, mais surtout avec la Turquie sur les ventes d'armes américaines. Pourquoi? Parce que si les États-Unis protègent l'Europe et protègent une partie des pays du bassin méditerranéen, bien évidemment, le deal implicite, c'est qu'en échange, les pays protégés achètent très largement américains. Et puis pour les États-Unis, le bassin méditerranéen, ça reste aussi une ligne de front pour contrer et pour endiguer l'expansion du djihadisme et du terrorisme islamiste à l'ère de Daesh, d'Al-Qaïda, d'AQMI, et donc de toutes les déstabilisations de la région. La différence, c'est que pour nous, Européens, ce danger et cette menace, évidemment, a un impact direct, c'est-à-dire que ça vise à déstabiliser nos sociétés. Là où pour les Américains, c'est surtout menacer le commerce et menacer une fois encore cette route de commerce maritime et ses axes, ses flux énergétiques, ses câbles, etc., etc. Donc ça veut dire que Européens et Américains, on a un petit peu non pas les mêmes soucis, on a la même volonté évidemment de faire face à l'expansion du djihadisme, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et puis, le bassin méditerranéen, et ça tout le monde le voit bien aujourd'hui, aussi bien à Bruxelles, en Europe qu'à Washington, au Capitole, dans les administrations américaines, le bassin méditerranéen, c'est devenu une nouvelle ère de jeu pour les acteurs régionaux et globaux. Si je vous avais fait cette présentation il y a 10 ans, bien évidemment, il n'y aurait pas eu autant de petits drapeaux sur la carte. Aujourd'hui, quand vous regardez en fait les principales puissances globales ou régionales qui jouent finalement entre guillemets ou qui sont très actives sur les pays de la rive est et de la rive sud de la Méditerranée, vous apercevez qu'il y a à peu près tout le monde. Il y a les grands acteurs, les États-Unis, la Chine, la Russie, les Européens, mais vous avez aussi tous les acteurs, ou en tout cas un certain nombre d'acteurs régionaux. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, les Émirats Arabes Unis.
Ce qui veut dire qu'en fait, les problèmes du Moyen-Orient se sont invités en Méditerranée. Et ça, les Américains l'ont parfaitement compris. Donc s'ils restent malgré tout présents en Méditerranée, c'est d'abord et aussi parce qu'ils ont bien conscience de ces rivalités géopolitiques qui s'étendent, et parce que pour eux, cette Méditerranée, c'est une artère, et au-delà bien évidemment la mer Rouge, c'est une artère vitale pour soutenir, voire secourir en cas de confrontation majeure, leurs alliés principaux que sont Israël, la Jordanie et l'Arabie saoudite, en tout cas dans la partie orientale de la Méditerranée. Donc les Américains, et là, quand vous regardez les déclarations d'Anthony Blinken, de Robert Malley, donc le représentant spécial du nouveau président sur le dossier iranien et pour les questions de sécurité du Golfe, c'est très clair. C'est-à-dire ils ont bien compris que en fait les enjeux iraniens, golfiens, saoudiens, émiriens, etc., même irakiens, s'exportaient et avaient un impact direct sur la sécurité de la Méditerranée. Donc la Méditerranée est un segment à défendre. Alors, d'un autre côté, si on regarde, si on va dire, si on faisait une analyse de données brutes, en tant qu'analyste par exemple, on s'aperçoit qu'il est vrai, en 10 ans, sur les 10 dernières années, la présence militaire américaine a fortement diminué sur l'ensemble des bases du pourtour méditerranéen. En 10 ans, pour faire simple, les États-Unis ont retiré les 2 tiers de leurs forces aériennes, la moitié de leurs forces navales de la 6e flotte et le quart de leurs forces terrestres. Ceci dit, et là aussi il faut relativiser, la plupart de ces forces ne sont pas très loin. Elles sont notamment engagées au Moyen-Orient. Et évidemment, elles étaient au Moyen-Orient, elles étaient en Irak, elles étaient également en Afghanistan, elles étaient repositionnées sur de nouvelles bases au Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar. Et donc, ce qui veut dire que ces forces qui ont été retirées du bassin méditerranéen pourraient y revenir très vite. Un autre élément pour, si vous voulez, relativiser cette diminution de la présence militaire américaine, c'est que pendant ces 10 ans-là, en contrepartie, on a assisté à une montée en gamme qualitative. C'est-à-dire que même si le nombre de bateaux qui ont été déployés, d'avions de combat, de brigades de militaires, enfin de forces terrestres, sont en diminution, les matériels qui sont déployés, ou en tout cas un certain nombre de matériels clés, montent clairement en gamme. Par exemple, sur les avions de patrouille maritime, les Poséidon ont remplacé les Orion. Donc les P8 ont remplacé les P3. Ça, c'est pour les connaisseurs, mais ça fait quand même toute la différence. Ça veut dire que même si vous avez un petit peu moins d'avions de reconnaissance et de patrouille maritime, ceux qui sont là sont beaucoup plus performants que les anciens. Au niveau des chasseurs, potentiellement, vous pouvez avoir du F-35, évidemment des chasseurs furtifs qui peuvent faire la différence sur des théâtres comme ceux d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient s'ils venaient à être engagés. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous regardez globalement la carte, on a un réseau de bases. Les États-Unis, même s'ils ont retiré des troupes, des moyens militaires, ont conservé la quasi-totalité de leurs bases, ont modernisé un certain nombre de bases et gardent des bases extrêmement bien placées qui protègent les points de passage obligés. Je vous les montrerai tout à l'heure sur les 2 cartes qui suivent. Et ce système de base et finalement de points d'appui logistique leur permet de ramener des renforts très rapidement en cas de crise grave avec les uns ou les autres. À l'inverse, l'un des problèmes on va dire de la technostructure militaire américaine, c'est que ce bassin méditerranéen, et j'y viens en vous montrant en commençant par vous montrer les 2 cartes qui suivent sur le dispositif militaire américain actuel dans la région, c'est que le bassin méditerranéen est quasiment éclaté entre 3 grands commandements américains. Au nord, c'est-à-dire couvrant la zone maritime elle-même, vous avez et la rive nord, vous avez EUCOM, donc le commandement américain pour l'Europe et l'OTAN. Au sud, vous avez le commandement US AFRICOM que vous voyez là sur la carte. Et à l'est, à l'extrême est, vous avez le CENTCOM, c'est-à-dire le grand commandement pour, on va dire, le Moyen-Orient élargi. Ce qui veut dire, et je reviens sur la carte précédente,
que à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a un défi de sécurité en Méditerranée, en fonction de là où c'est situé, évidemment, ça peut dépendre de l'un de ces trois commandements. Et donc, ça crée évidemment des frictions et ça ne simplifie pas toujours les opérations et la compréhension stratégique de ce qui se passe. Mais malgré tout, les Américains donc sont très présents. Et là, vous voyez donc sur la moitié, on va dire, occidentale de la Méditerranée, eh bien que les Américains sont militairement présents donc en Espagne, à la Rota, à Morone, en fait juste à côté du détroit de Gibraltar, qui sont également positionnés en Sicile, à Naples, c'est-à-dire près du détroit de Sicile, qui est crucial. Également, ils ont des facilités à Bizerte, en Tunisie. Donc, ils tiennent, on va dire, le verrou de la Méditerranée occidentale, qui permet de passer de la Méditerranée occidentale à la Méditerranée centrale, et que quand on bascule sur la Méditerranée orientale, ils ont beaucoup de bases en Grèce, en Crète, qu'ils ont des points d'appui à Chypre et bien entendu des points d'appui très forts en Israël. Ce qui leur permet à la fois de surveiller ce qui se passe en mer Égée, y compris la sortie de la flotte russe en provenance de la mer Noire, la fameuse escadra, de surveiller également l'activité de la Turquie, de sécuriser les approches du canal de Suez dans l'hypothèse où celui-ci serait menacé. Je reviens d'ailleurs à la carte précédente. Depuis l'arrivée de Joe Biden, il y a eu une petite modification, mais qui a du sens. C'est que jusqu'à présent, Israël faisait partie du commandement de l'Europe, donc de EUCOM, et donc était rattaché, si vous voulez, en quelque sorte à un agenda européen, à un agenda otanien, et quelque part faisait partie, vu de Washington, ça revenait à dire, quelque part, Israël, c'est comme l'Europe. Aujourd'hui, depuis une décision donc de mi-janvier qui a été prise donc dès les premiers jours de la prestation de serment de Joe Biden, l'Israël a été rattaché au commandement CENTCOM, US CENTCOM, ce qui a une signification politique réelle. Ce qui veut dire que maintenant, vu des États-Unis et du Capitole, eh bien Israël, si vous le voulez, ça fait partie quelque part de la thématique du Moyen-Orient, ce qui peut vous paraître évident, mais ce qui pour disons pour les membres du Parlement américain, il y avait un vrai sujet. Quelque part, Israël, c'était une sorte de tête de pont ou en tout cas d'enclave européenne ou occidentale au Moyen-Orient. Là, c'est une manière de dire à tout le monde, y compris aux Israéliens eux-mêmes et y compris à Benjamin Netanyahou, en fait, Israël est complètement inséré au Moyen-Orient. Donc ce transfert d'Israël à CENTCOM, donc au commandement américain pour le Moyen-Orient, c'est évidemment aussi une conséquence des accords d'Abraham et du fait que un certain nombre de pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, notamment plusieurs monarchies du Golfe, notamment le Maroc, mais le fait que les Émirats arabes unis et Bahreïn aient normalisé avec Israël, que l'Arabie saoudite se soit posé la question, que l'Égypte et la Jordanie soient en paix avec Israël, évidemment, vu de Washington, le signal, c'est de dire, après tout, les Golfiens ont beaucoup plus de raisons finalement de coopérer avec Israël, y compris sur le plan militaire. Donc, mettons tout ça dans le même paquet. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu de Biden et de Benjamin Netanyahou, ou du moins d'Israël. Je vais faire en fait un focus sur la Méditerranée, sur deux pays, c'est-à-dire en fait les deux pays sur lesquels beaucoup de gens se posent des questions, c'est-à-dire est-ce que l'arrivée de Joe Biden va changer quelque chose dans l'agenda entre les États-Unis et Israël, et ensuite entre l'agenda entre les États-Unis et la Turquie dans les relations entre Joe Biden et Monsieur Erdogan. Alors pour Israël, évidemment, l'élection de Joe Biden, ça a été une très mauvaise nouvelle. Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, a hésité quelques jours avant de féliciter Joe Biden, mais a néanmoins été le premier, on va dire, des pays, vous vous rappelez, au début de la présentation, je vous ai montré les pays en rouge et les pays en bleu dans la région, c'est-à-dire ceux qui votaient ou qui étaient favorables plutôt, ou qui espéraient une victoire démocrate, et ceux qui espéraient une victoire républicaine. Disons que dans ceux qui espéraient la victoire de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a été le premier à retourner sa veste
et finalement a félicité Joe Biden en vantant en lui un grand ami d'Israël, c'est certain, puisque Joe Biden a une longue carrière politique de près de 45 ans, donc il connaît les thématiques israéliennes par cœur, il a vu plein de premiers ministres israéliens, il a une longue connaissance de ce dossier-là. Ce qui a aussi un revers de la médaille, c'est que connaissant bien le dossier et connaissant bien la région et les tenants et les aboutissants du conflit israélo-palestinien, Joe Biden ne se fait aucune illusion sur sa capacité à influer positivement sur une issue négociée du conflit. Donc déjà, pour répondre à une question, c'est sûr, Joe Biden ne va pas mettre beaucoup d'énergie sur le dossier israélo-palestinien parce qu'il comprend bien que tant que Benjamin Netanyahou est là, tant que Mahmoud Abbas est là, et vous avez peut-être suivi, mais l'autorité palestinienne a annoncé, c'était aussi un deal pour relancer l'assistance économique américaine, a annoncé donc de prochaines élections générales dans les territoires soumis à l'autorité palestinienne et de nouvelles élections présidentielles pour l'autorité palestinienne. Donc Joe Biden se dit que il n'y a pas grand-chose à attendre d'Israël ni des Palestiniens. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce dossier. Donc Benjamin Netanyahou sait qu'il va voir s'il reste au pouvoir, s'il parvient à se maintenir avec ses difficultés judiciaires. Il sait qu'il va faire face à 4 années très difficiles. Ceci dit, Joe Biden est quelqu'un de pragmatique qui a bien vu que l'antagonisme très fort entre Barack Obama, dont Joe Biden a été quand même le vice-président pendant 8 ans. Donc cet antagonisme, voire cette haine entre Obama et Benjamin Netanyahou, finalement, n'a pas véritablement servi Barack Obama et quelque part n'a pas totalement desservi Benjamin Netanyahou. Donc comme il est pragmatique, le plus probable, c'est que Joe Biden en fait ignore tout simplement Netanyahou. D'ailleurs, il ne l'a toujours pas reçu. Clairement, Joe Biden a annoncé un certain nombre de visites et surtout a passé beaucoup de coups de fil à un certain nombre de dirigeants de la région, en tout cas tous les pays bleus qui avaient voté pour lui en quelque sorte ou qui espéraient sa victoire. Par contre, il a toujours pas pris au téléphone Benjamin Netanyahou, à tel point que Benjamin Netanyahou finalement a confié la gestion des relations avec les États-Unis un petit peu à sa garde rapprochée et notamment à son chef du Mossad qui devrait être reçu à Washington la semaine prochaine ou en tout cas dans très peu de temps. Mais bon, clairement, il y a un changement de tonalité, c'est évident. Est-ce que Joe Biden va revenir finalement sur toutes les concessions qu'avait fait Donald Trump à Israël, la reconnaissance du Golan, du plateau du Golan, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de certaines colonies en Cisjordanie? Je ne crois pas. Et là, je pense que Maud Kessar vous dirait exactement la même chose, tout simplement parce que Joe Biden sait qu'il va devoir donner des gages au gouvernement israélien et aux autorités israéliennes, ne serait-ce que parce que comme il va en même temps engager l'Iran, en engageant l'Iran, évidemment, ça va pas faire plaisir du tout aux Israéliens, aux Saoudiens et aux Émiriens. Donc, entre guillemets, il va falloir, Joe Biden sait qu'il doit donner des gages quelque part aux Israéliens pour espérer que les autorités israéliennes et notamment Benjamin Netanyahou, qui a lui aussi un passeport américain puisqu'il a la double citoyenneté israélienne et américaine, qui connaît énormément de membres de congressmen à Washington, disons, ne viennent pas lui savonner la planche et lui pourrir ses dossiers. Donc le plus probable, c'est que d'un côté, Joe Biden va reprendre l'assistance financière aux Palestiniens, va encourager Mahmoud Abbas à renouer sur les élections, va encourager les différentes factions palestiniennes à se parler en vue d'une négociation ultérieure, mais en même temps ne va pas revenir ne va pas revenir sur l'ambassade, donc laissera son ambassade à Jérusalem, continuera à reconnaître le Golan comme partie d'Israël, ce qui au passage n'est pas plus mal de son point de vue puisque ça fait pression
sur la Syrie et sur Bachar al-Assad. Et finalement, pour ne pas se mettre à dos la communauté juive ultra-orthodoxe, ne va pas non plus revenir sur la colonisation. Il va pas non plus revenir, bien évidemment, sur les accords de paix et de normalisation entre Israël et certaines monarchies de la péninsule arabique ou le Maroc. Pourquoi? Parce que finalement, même si ces pays-là soutenaient Donald Trump, et clairement n'espéraient pas sa victoire, malgré tout, ces normalisations vont dans le bon sens. De son point de vue, ça concourt à apaiser les tensions dans la région, donc c'est bon à prendre, et donc très logiquement, il devrait continuer. Alors comme vous le savez, sans doute, il va y avoir des élections en Israël le mois prochain. Bien évidemment, Joe Biden fait le pari que Benjamin Netanyahou ne parviendra pas à se maintenir au pouvoir et que donc il aura à traiter avec peut-être un nouveau Premier ministre. Alors, personne ne sait quel sera le résultat des élections israéliennes. Les sondages varient pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Mais on est un petit peu dans une confrontation où Joe Biden dit à Netanyahou, bah attendez, on va attendre fin mars et puis on verra ensuite. Sachant que si évidemment une nouvelle coalition arrivait au pouvoir, ça pourrait réouvrir le champ des possibles pour l'administration Biden. Donc voilà pour Israël. Maintenant, deuxième pays clé ou problématique pour Washington dans le bassin méditerranéen, la Turquie. Alors si vous lisez nos publications au sein de la FMES, ben vous voyez que évidemment c'est l'un de nos sujets disons de préoccupation. On a fait beaucoup d'articles sur ces sujets-là. On va pas refaire l'histoire. Mais clairement, Joe Biden se dit Donald Trump avait donné une sorte de chèque en blanc à M. Erdogan, même si évidemment il lui avait un petit peu tordu le bras à la suite de l'achat des systèmes solaires S-400 russes, qu'il l'avait exclu du programme de chasseurs furtifs F-35. Mais malgré tout, il y avait une entente à minima entre les deux hommes et finalement, Donald Trump lui passait beaucoup de choses et fermait les yeux un petit peu sur la posture très agressive de Monsieur Erdogan en Méditerranée, dans le Caucase, au Moyen-Orient, disons dans son environnement proche. Alors là, quand on regarde les déclarations de campagne de Joe Biden et de son équipe, quand on regarde quand on écoute plutôt les premières déclarations, notamment d'Anthony Blinken, son nouveau secrétaire d'État, on peut se dire que Recep Tayyip Erdogan, lui aussi, comme Benjamin Netanyahou, risque de faire face à quelques années difficiles. Alors maintenant, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'évidemment, Joe Biden, il faut rappeler aussi, pendant toute sa carrière politique, sa longue carrière politique américaine, a été très soutenu par le lobby grec, qui est un lobby puissant à Washington. D'autant plus que ce lobby grec, suite à l'évolution de la situation financière, mais surtout suite, disons, aux manifestations de puissance de la Turquie, les Grecs se sont inquiétés et donc se sont tournés, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, vers les rivaux régionaux de la Turquie, notamment Israël et les Émirats arabes unis. Et donc, ces dernières semaines, voire ces 3 derniers mois, la Grèce a conclu des partenariats stratégiques avec la France, on en a beaucoup parlé, mais également avec Israël et avec les Émirats arabes unis, à tel point que les Israéliens viennent s'entraîner en Grèce, que les Émiriens viennent s'entraîner en Grèce, voire même base de manière ponctuelle, des chasseurs F-16, des détachements de forces spéciales, bref, rentrent littéralement en Méditerranée. Donc Joe Biden essaye de se dire, d'un côté, la politique agressive de M. Erdogan, ses violations de droits de l'homme, etc., ne vont pas du tout dans le sens, on va dire, des valeurs démocratiques et des valeurs poussées par le Parti démocrate aux États-Unis. Donc, de par cet aspect-là, il est plutôt tenté, disons, de lui tordre le bras et d'essayer de lui faire entendre raison. D'autant plus qu'il veut lui dire, si vous continuez ou si vous activez les S-400 les missiles S-400 que vous avez achetés aux Russes,
là c'est sûr, vous n'aurez pas les F-35 et puis on pourrait prendre et accroître les sanctions économiques contre un certain nombre d'entreprises turques. Et M. Erdogan est en grande difficulté financière, voire même en difficulté politique, ce qui l'amène à jouer la surenchère et à essayer de pousser le bouchon toujours un petit peu plus loin pour faire une nouvelle pirouette pour essayer de satisfaire l'agenda nationaliste d'une partie de sa population. Mais d'un autre côté, Joe Biden et ses équipes se disent oui, mais malgré tout, la Turquie, ça reste le bouclier majeur au sein de l'OTAN face à la Russie, face à l'Iran et face à la Chine demain. Donc, on ne peut pas non plus totalement les marginaliser, les ostraciser, voire même les isoler au point qu'ils pourraient se retourner finalement vers les Russes. Donc, là aussi, quand on écoute les déclarations, quand on lit, pardon, les déclarations et les interviews des uns et des autres, au département d'État, à la Maison Blanche, on voit bien qu'il y a un vrai débat. Un vrai débat entre ceux qui disent finalement il faut sanctionner, en tout cas pour le principe, le président turc, et ceux qui disent oui, mais il faut pas aller trop loin parce qu'il faut quand même garder la Turquie à bord de l'OTAN et la Turquie de notre côté pour que elle ne rejoigne pas une sorte de grand camp continental russo-chinois iranien. Donc clairement il y a débat. Et le débat est d'autant plus complexe qu'une partie des élites du Parti démocrate américain finalement ne sont plutôt favorables à l'islam politique poussé par les partis proches des frères musulmans et notamment l'AKP turque. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que finalement, ce sont l'islam politique après tout prône des élections et que les élections, dans leur vision lointaine, vue depuis deux océans, hein, depuis la mer Méditerranée et au-delà l'océan Atlantique, après tout, c'est plutôt une bonne chose, que c'est plutôt un élément qui va dans le sens de la démocratie, et puis surtout que l'islam politique et les frères musulmans traditionnellement sont très proches des milieux d'affaires, du business, et sont acquis aux thèses du capitalisme et du libéralisme économique, ce qui est complètement l'agenda poussé par les États-Unis. Donc il y a débat. Et comme il y a débat, eh bien, on voit bien qu'il y a de temps en temps des prises de position très fermes contre la Turquie, contre M. Erdogan, et puis de temps en temps quelques ouvertures pour dire oui, mais finalement, malgré tout, la Turquie a sa place dans l'OTAN, il faut pas aller trop loin. Donc, on voit bien qu'il est probable que la nouvelle administration américaine n'hésite pas de temps en temps à tordre le bras des Européens pour leur dire on comprend bien que l'attitude de la Turquie accroisse vos frustrations, mais il n'empêche que pour des raisons hautement stratégiques, il va falloir faire avec. Voilà un petit peu où on en est, mais ce qui est certain, c'est que Monsieur Erdogan a compris que le vent avait tourné et qu'il allait devoir donner des gages entre guillemets de bonne conduite à l'administration américaine. Donc, tous les observateurs constatent que depuis 1 mois et demi, 2 mois, le président Erdogan adopte plutôt un profil bas et n'est plus dans la surenchère comme il a été au printemps, à l'été ou au début de l'automne. Alors maintenant, Joe Biden et les Iraniens. Et là, vous voyez bien qu'en fait, vous avez sur l'écran, à gauche Joe Biden, à droite Ali Khamenei, le guide suprême iranien, et en dessous le pauvre Hassan Rouhani qui finit son mandat, qui a bien compris qu'il arriverait probablement pas à trouver un deal avec les Américains, qui étaient de toute façon sous la surveillance permanente du guide suprême et des conservateurs à Téhéran, et que ses jours étaient comptés. Donc évidemment, Joe Biden, qui pendant 8 ans était le vice-président de Barack Obama, qui de par sa longue carrière politique sait que l'Iran est un pays malgré tout incontournable, même si depuis 1979, évidemment, il a donné plusieurs gifles aux États-Unis, mais il sait qu'il faut parler avec les Iraniens. Donc clairement, un des objectifs clés de la politique américaine, du mandat de Joe Biden, c'était de reprendre langue avec les Iraniens
c'était de tout faire pour que et les Iraniens et les Américains retournent dans l'accord nucléaire de 2015, le fameux JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, l'accord nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, et trouver un moyen finalement pour retourner finalement à la situation qui était celle de la fin du mandat d'Obama, donc avant l'élection de Donald Trump. Sauf qu'évidemment, les Iraniens qui ont la mémoire longue se disent, nous, on n'a plus aucune confiance, enfin, ils n'ont jamais eu confiance dans le gouvernement américain, mais alors là, après Donald Trump, encore moins. Donc, de toute façon, tout ce que pourront conclure ou nous proposer les Américains, un président démocrate, 4 ans plus tard ou 8 ans plus tard, un président républicain pourra revenir dessus, tout casser. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf s'il y avait une véritable convergence d'intérêts au niveau stratégique. Donc on voit bien que les Iraniens qui sont de fins négociateurs, d'abord ont applaudi l'élection de Joe Biden. Là, si vous me permettez l'image, comme ce sont de bons basaris, donc ils les ont invités à rentrer dans la boutique de marchands de tapis. Ils leur ont dit, Monsieur Biden, asseyez-vous là, regardez, il y a des beaux tapis partout. On va vous amener des pistaches, des gâteaux et du thé, quelques salam alek. Donc, on fait baisser la pression, on vous souhaite la bienvenue, détendez-vous, et puis maintenant, brutalement, on vous montre le plus beau tapis et on vous dit il est très très cher. Et donc là, les enchères commencent. Et là, aujourd'hui, on est en plein dans les enchères. C'est-à-dire que du côté américain comme du côté iranien, chacun présente un petit peu une position optimale, maximale évidemment, sachant que, évidemment, chacun devra faire des concessions sur ce dossier. Donc le plus probable, c'est que Joe Biden et surtout ceux qui l'entourent, c'est-à-dire son conseiller à la sécurité nationale qui connaît à fond le dossier iranien, Robert Malley, qui est son représentant personnel, le représentant de la Maison Blanche pour le dossier iranien, Anthony Blinken, qui était l'un des principaux négociateurs américains sur le deal de 2015, savent qu'en fait, il n'y a plus rien à attendre avant l'élection présidentielle en Iran de juin 2021, c'est-à-dire dans 4 mois et demi. Donc finalement, on est dans la phase où tout le monde discute et où tout le monde attend de savoir qui va gagner les prochaines élections en Iran. Et là, il n'y a pas trop de scoop. Tout indique que ce seront les conservateurs, voire les ultra-conservateurs. Probablement plutôt des conservateurs bon teint. Conservateurs qui seront prêts à discuter, mais qui seront sur un agenda très ferme. Et après tout, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, parce que quand vous regardez dans l'histoire, ce sont souvent des gouvernements très durs, très nationalistes, qui sont ceux qui finalement concluent des accords de paix, parce qu'ils savent que leur population, ou du moins les ultra-conservateurs chez eux, on va dire les durs ou les faucons chez eux, ne pourront pas les taxer de brader les intérêts de la nation. Donc c'est peut-être aussi le calcul des Iraniens de se dire, après tout, si on a une présidence iranienne, enfin un nouvel exécutif iranien cet été ou au début de l'automne, parce qu'il faut toujours quelques mois pour que la nouvelle équipe se mette en place en Iran, finalement très conservatrice, appuyée par un majlis, c'est-à-dire un parlement qui est lui aussi très conservateur, et bien entendu avec un guide suprême très conservateur, c'est peut-être paradoxalement la recette pour trouver un deal qui dure. Et le message que les Iraniens font passer aux Américains, et paradoxalement que les Américains aussi leur font passer, c'est de dire, d'accord, on comprend bien que l'accord nucléaire, c'est le principe, c'est un petit peu, si vous voulez, le village Potemkin, tout le monde a le regard tourné là-dessus. Donc, il faut trouver une solution qui permette et aux Américains et aux Iraniens de sauver la face pour revenir dans l'accord nucléaire pour faire tomber une grande partie des sanctions économiques. Mais, et c'est là le fond des négociations, c'est que et les Iraniens et les Américains savent qu'il faudra finalement probablement négocier en parallèle un autre accord. Un accord notamment, ce qu'on appelle le grand bargain, si vous voulez, qui sera plus sur le nucléaire, mais sur les autres sujets, sur l'influence régionale, sur les rapports de force régionaux.
Et là, on est dans une situation aujourd'hui où les Américains disent aux Iraniens, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ne s'en cache pas. Il dit pour faire plaisir à la communauté internationale et aux Européens et aux Russes et aux Chinois, bien sûr, on va tout faire pour ramener les Iraniens dans l'accord nucléaire, le JCPOA. Mais nous, Américains, nous allons négocier strictement en bilatéral avec Téhéran, on va dire un accord global sur la région. Et les Iraniens disent pourquoi pas, c'est intéressant. Sauf que nous, cet accord global, on le veut non pas avec les États-Unis, mais on le veut avec en fait les monarchies du Golfe. C'est-à-dire en fait, on veut discuter sans les Occidentaux, sans les grandes puissances. C'est-à-dire que les Iraniens disent nous, on voudrait un deal finalement avec les Saoudiens, les Émiriens, les Qatariens, les Koweïtiens. Donc les Iraniens, eux, ils disent, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est, et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est ça. Alors, pardon, je reviendrai après. Les Iraniens, ils disent, nous, finalement, ce qui nous préoccupe, c'est d'essayer de réduire la présence militaire américaine dans la région du Moyen-Orient et notamment dans le Golfe Persique. Et donc, on veut bien discuter avec les Américains, mais finalement, de toute façon, il faudra trouver une entente globale. Donc, en fait, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a deux négociations parallèles qui sont en train de se dessiner aujourd'hui, et que l'avenir, évidemment, n'est pas écrit, mais dépendra grandement du résultat de l'élection de juin prochain. Après vous avoir parlé d'Iran et donc de ce qu'on peut attendre finalement d'une éventuelle négociation entre Washington et Téhéran, je reviens à la Méditerranée. Pourquoi? Pour vous montrer, et ça c'est une raison de plus, que bien évidemment les États-Unis ont tout intérêt à rester présents et actifs en Méditerranée, même si c'est avec moins de force qu'auparavant. Pourquoi? Parce que c'est le dernier point. La Méditerranée, si vous voulez, c'est l'un des pions avancés du bouclier antimissile américain face à la Russie et face à l'Iran. Et indirectement, non pas face à la Chine, parce que la dualité stratégique Chine-États-Unis, elle passe par le pôle, par l'Arctique, mais en tout cas pour tous les éléments de déstabilisation de cette région-là, et notamment sur les pays, on va dire, de la rive sud et du Levant, du Moyen-Orient, qui pourraient se doter de missiles balistiques à très longue portée. Et là, sur cette carte, vous voyez bien qu'en fait, Israël est devenu la base avancée, quelque part, la base avancée américaine en termes de détection et d'interception des missiles balistiques en provenance du Moyen-Orient, / bien sûr de l'Iran, mais que à travers Israël, mais surtout à travers les dispositifs navals et de détection, y compris ceux qui sont situés en Turquie sur la base de Kuresik, et bien évidemment, les Américains voient ce qui se passe et sont en mesure d'intercepter les missiles balistiques qui pourraient éventuellement provenir, en tout cas ceux à portée intermédiaire, ceux qui pourraient provenir de la Russie. Donc ne serait-ce que pour cette dernière raison, si vous voulez, stratégiquement, bien évidemment, les États-Unis ont intérêt à rester présents en Méditerranée. Ce qui m'amène à parler maintenant un petit peu de les États-Unis et la Libye, puisque j'ai entreaperçu une question sur cette thématique-là. Alors, Joe Biden, il a clairement dit, et ils le disent sur tous les tons, que la Libye, c'est clairement pas la priorité de l'administration démocrate. La Libye, ça reste un traumatisme chez les démocrates. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affaire, si vous voulez, de l'attaque sur le consulat américain en Libye. Il y a eu toute l'affaire des emails d'Hillary Clinton qui lui a coûté clairement la présidence face à Donald Trump. Donc, si vous voulez, du point de vue américain, la Libye, c'est maudit. Puis de toute façon, Joe Biden n'était pas en accord avec Barack Obama et Hillary Clinton sur le dossier libyen. C'est-à-dire que quand en 2011, finalement, un petit peu du bout des lèvres, les États-Unis, Barack Obama en tête, finalement a soutenu les Britanniques et les Français dans l'intervention militaire en Libye, Joe Biden lui était contre. Et aujourd'hui, il est plus contre que jamais. Donc, il est peu probable qu'il s'investisse massivement en Libye. Par contre, il est très probable qu'il fera tout, il fera, on va dire, le minimum syndical pour sécuriser les pays, notamment d'Afrique du Nord et notamment la Tunisie,
et indirectement l'Algérie et certainement le Maroc, pour éviter que les problèmes de Libye s'exportent en Afrique du Nord, dans les autres pays d'Afrique du Nord, dans cette domaine-là. La Tunisie, pour lui, quelque part, ça reste toujours un petit peu le modèle d'un pays arabe qui est en train d'expérimenter la démocratie. Donc, évidemment, il essaiera de le soutenir, mais certainement pas au prix d'une intervention militaire si tout allait mal dans la région. Donc, bon, bah, vous l'avez bien compris, on a un petit peu, pour revenir sur et pour terminer avec la question iranienne, pour vous montrer cette carte-là, bah, on est toujours dans une nouvelle saison du western entre les États-Unis et l'Iran. Et je voulais un petit peu conclure, si vous voulez, ou donner quelques points là-dessus, pour vous dire qu'en fait, qu'attendent fondamentalement les États-Unis, que ce soit Joe Biden, que ce soit Donald Trump, que ce soit Barack Obama, voire même George W. Bush. En fait, qu'attendent les élites américaines par rapport à l'Iran? Ben, ils attendent tout simplement que le pouvoir américain vienne à Canossa, c'est-à-dire en fait à Washington ou à New York, pour plier le genou, baiser, si vous me passez l'expression, baiser la babouche du nouveau maître du monde, pour lui dire, voilà, on a été de vilains garçons. Depuis 1979, on a été vilains, on a fait plein d'erreurs, plein de bêtises. Et maintenant, on peut repartir sur de nouvelles bases et on peut être amis et copains et même faire beaucoup de business ensemble. Voilà, évidemment, c'est mal connaître le peuple iranien et les dirigeants et tout simplement le peuple iranien qui est extrêmement fier, extrêmement nationaliste et qui n'a pas l'intention du tout de plier le genou. Donc, côté iranien, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut trouver un deal avec les Américains, parce que fondamentalement, je pense que l'essentiel des Iraniens se disent qu'ils n'y parviendront pas. Par contre, le véritable enjeu stratégique, c'est ne pas tomber sous la dépendance de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, depuis des années, les élites iraniennes, qu'elles soient conservatrices ou réformistes, de tous acabits, appartenant au clergé, à la jeunesse, aux étudiants, au passedaran, au milieu conservateur ou au contraire au milieu plutôt très ouvert et souhaitant des réformes, tous se disent, on a tout subi pendant 40 ans finalement pour échapper à la mainmise des Occidentaux, des Britanniques et des Américains, c'est pas pour demain tomber sous la mainmise de la Chine. Voilà au fond des choses en fait quels sont les enjeux majeurs aujourd'hui en Iran. Je vais passer sur le reste parce qu'on n'a pas le temps et finalement de peu ou prou je vous en ai déjà parlé et on va laisser 35 minutes à peu près aux questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a une question sur l'axe Israël, Égypte, Chypre, Grèce, pardon. Oui. Alors, c'est une question intéressante. Oui, on voit en effet se dessiner aujourd'hui un axe qui va même beaucoup plus loin que ça, qui est un axe Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Grèce et Chypre d'une certaine manière. Mais en tout cas, Grèce, Égypte, Israël, Émirats arabes unis, pour contrer notamment l'activisme de la Turquie dans la région. Et puis quelque part, pour montrer que la Méditerranée orientale n'appartient pas non plus complètement aux Russes, et donc pour rééquilibrer un petit peu les évolutions de pouvoir dans la région. Oui, donc c'est un fait et c'est une donnée à suivre d'assez près. Donc très régulièrement, ces marines-là font des exercices conjoints et multiplient les partenariats. Alors il faut bien comprendre que les Israéliens, eux, cherchent d'abord et avant tout à sécuriser les gisements gaziers offshore de Méditerranée orientale, qui sont cruciaux pour eux parce que ça leur assure une indépendance énergétique. Et ça les met dans une situation évidemment en même temps de force économique, mais en même temps de vulnérabilité, parce que ces gisements gaziers, enfin ces plateformes offshore gazières, pourraient très facilement être ciblées par les missiles précis et du Hezbollah et des Iraniens déployés pour les premiers au Liban, pour les seconds en Syrie.
Et les Égyptiens, c'est pareil. Ils veulent d'abord et avant tout sécuriser les gisements gaziers, notamment Zor, au nord d'Alexandrie et de Port Saïd, donc au nord du canal de Suez, qui sont évidemment pour eux une manne énergétique et une manne financière colossale. Donc, au-delà, si vous voulez, de l'agenda, on va dire anti-turc, en tout cas pour contenir les Turcs, il y a bien sûr aussi la protection de leurs intérêts énergétiques. Et au niveau de la relation entre les États-Unis et la Turquie, et quelle attitude pourrait adopter M. Biden par rapport à la stratégie turque de la patrie bleue? Alors, la stratégie turque de la patrie bleue, donc qui consiste à dire que la Turquie a un droit naturel et un accès, on va dire, à la mer Égée et à la Méditerranée, et accessoirement aussi à la mer Noire. Évidemment, ça va, tant que ça ne remet pas en cause, on va dire, les principes de libre circulation maritime, ça va bien aux Américains. Si ça rentre en contradiction avec le principe de liberté maritime, de circulation maritime cher aux Américains, ben évidemment, ça risque de provoquer davantage de ce qu'on appelle les FONOPS, hein, donc les missions en fait de patrouille pour montrer sa force et sa présence, un petit peu comme un certain nombre de marines occidentales le font régulièrement en mer de Chine méridionale pour dire bah non, après tout le monde peut venir là. Ou comme le font également les marines occidentales et les États-Unis bien sûr en mer Noire, dans le respect bien entendu des textes et dans le respect comment dire des normes internationales et des traités en vigueur. Comment Biden compte-t-il contrer l'influence russe en Méditerranée? Je crois tout simplement en maintenant une présence minimum, en montrant que les États-Unis finalement patrouillent, donc vont en mer Noire, bien entendu patrouillent allègrement la mer Égée, sont présents également ponctuellement en Méditerranée orientale, mais je ne pense pas qu'il y ait de volonté de confrontation en Méditerranée entre Biden et la Russie. Donc, je pense que Biden se dit les Russes ont suffisamment de problèmes eux aussi à régler, notamment en ce moment entre guillemets à la maison, ont le problème stratégique de leur relation avec la Chine. Donc, tant que les Russes finalement ne dépassent pas les bornes et ne menacent pas réellement l'axe maritime crucial, donc Méditerranée, enfin le continuum Méditerranée-Mer Rouge, c'est jouable. Alors si par exemple demain les Russes obtenaient de nouvelles bases, par exemple, je sais pas, en Algérie, en Libye, au Soudan, ce qu'ils sont en train de faire, ça pourrait faire évoluer sans doute l'administration américaine sur cette question-là. Mais je pense qu'elle n'est pas dans un mode de confrontation là. Et vis-à-vis de la situation interne américaine, est-ce qu'il y a un risque accru de guerre à l'extérieur, contre-feu médiatique et recherche d'une nouvelle entre guillemets croisade? Ah non, alors là, je crois pas du tout. Certainement pas avec Biden. Au passage, j'aurais pu vous donner l'anecdote, mais on en avait déjà parlé entre nous. Je vous recommande, enfin, je vous suggère, suggère à tous les auditeurs de lire les mémoires d'Obama, le bouquin qui est sorti en fin d'année dernière, parce que il y a un chapitre que très certainement Lavrov, Poutine et les Iraniens ont lu. C'est le dernier chapitre du bouquin où il parle du raid sur Abbottabad. Et il raconte comment il a ordonné, dans quelles conditions, etc., le raid sur Abbottabad qui a éliminé Oussama Ben Laden. Et dans ce chapitre, en fait, donc il décrit très bien. Au passage, c'est extrêmement intéressant. Hein, on apprend plein de choses sur Alors, il dévoile aucun secret, bien évidemment, mais on apprend plein de choses sur les mécanismes et sur le pourquoi, le comment et sur son cheminement intellectuel, puisque Obama est quand même d'abord et avant tout un intellectuel. Il suffit de lire ses mémoires pour s'en convaincre. Et donc, il raconte que finalement, il y a eu l'équivalent de chez nous un conseil de défense. Ils se sont posé la question de est-ce qu'il faut y aller, comment, dans quelles conditions.
Et il écrit noir sur blanc. Et quand il l'a écrit, je pense qu'il savait que Joe Biden, alors il n'était pas encore élu, mais il était en campagne. Et il écrit texto, Joe Biden n'a pas le doigt sur la gâchette. Sous-entendu, Joe Biden a été traumatisé par l'échec de l'opération Eagle Claw, le raid américain en 1980 pour essayer de libérer les otages américains à Téhéran. Et ça lui a laissé un souvenir absolument, traumatisant. Et donc, il s'est dit, il faut pas intervenir sur ce genre d'opération. Donc, ça c'était pour répondre à la question. Les Iraniens ne craignent, à mon avis, ne craignent pas une opération militaire majeure des États-Unis, sauf en cas de légitime défense. C'est-à-dire que, en même temps, si Joe Biden n'a pas le doigt sur la gâchette, il n'hésite pas, comme les démocrates en règle générale, à riposter lorsqu'ils sont agressés. Donc ça, c'est le message aussi très fort aux Iraniens. C'est de dire, ok, on va pas aller vous chercher chez vous, mais si vous venez nous chercher, on ripostera, soyez-en certains. Mais je le vois vraiment pas. Il aurait fallu en parler à Maud Kessar, mais des discussions que j'ai eues avec elle, franchement, je crois pas que l'administration américaine soit fanat pour ça. Ce qui m'amène à vous parler aussi d'un point. J'aurais dû en parler et je voulais conclure par ce point-là. Il faut suivre de près Kamala Harris, la vice-présidente. Pourquoi? Parce que Joe Biden est âgé, il a eu quand même dans le passé des soucis de santé assez graves. Donc on n'est pas, je veux dire, les événements font que Kamala Harris pourrait être amenée à lui succéder. Et là, Kamala Harris, c'est à la fois l'aile gauche du Parti démocrate, mais en même temps, elle a des positions assez affirmées sur un certain nombre de sujets, par exemple sur la Turquie. Où là, elle est beaucoup plus dure que Joe Biden et Anthony Blinken sur la Turquie. Donc, il faudrait voir, parce que là, en effet, peut-être que ça pourrait jouer. Voilà, c'était, ma réponse. Il y a une question sur l'Égypte et le gazoduc Ismed. Il semblerait que l'Égypte ait renoncé au gazoduc. Oui, parce que ça paraît logique parce que en fait, depuis plusieurs années, l'Égypte mise sur le GNL, c'est-à-dire sur le gaz naturel liquéfié, et construit de très grosses usines de liquéfaction du gaz. Qu'au passage, elle entend alimenter en énergie grâce notamment aux centrales nucléaires civiles que sont en train de construire la Russie sur le littoral égyptien en Méditerranée. Donc, la logique du GNL est opposée à celle des gazoducs. C'est-à-dire, on liquéfie le gaz, on crée des hubs à partir desquels les méthaniers peuvent venir charger et décharger le gaz, etc. Donc, c'est plus la logique de l'ISMED. Je crois aussi que de manière pragmatique, le maréchal Sisi, le président Sisi, qui lui aussi fait partie de ceux qui avaient misé à fond sur Donald Trump, mais qui lui aussi a été un des premiers derrière quand même, juste après Benjamin Netanyahou, à retourner sa veste et à féliciter Joe Biden, c'est que il va falloir donner des gages aux Américains et que les Américains se désintéressent quand même assez largement du projet EastMed et donc que pour EastMed il faudrait de très gros investissements, que la crise de la Covid, tout ce qui se passe en ce moment, ne va pas tellement dans le sens des grands projets un petit peu pharaoniques de ce type-là. Voilà. Merci. Des questions sur la position américaine face à la présence chinoise qui s'est accrue en Méditerranée? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est un petit peu, disons, comme la Russie, c'est-à-dire que vu de l'administration démocrate, la Russie est un petit peu l'objectif numéro 1 à contenir, mais l'objectif numéro 2, qui est pas loin, c'est la Chine. Je pense que les stratèges américains, toutes tendances confondues, observent bien évidemment l'arrivée progressive de la Chine, qui, tel au jeu de Go, place des pierres sur le pourtour méditerranéen, prend le contrôle de certaines installations aéroportuaires, de hubs, et donc prépare quelque part ses positions pour l'avenir. Ma compréhension, c'est que les Américains, eux, sont plutôt dans une logique, non pas tellement de points comme ça, mais plutôt de flux.
C'est ce que j'essayais de vous présenter à travers ces cartes. Et donc, eux se disent, on va défendre les flux. Défendre les flux, c'est défendre les choke points, c'est-à-dire les points de passage obligés, et c'est, si nécessaire, escorter et avoir une présence militaire dissuasive le long de ces flux. Je pense que c'est, pour le moment, c'est ça un petit peu la stratégie américaine. Ça, c'est, on va dire, à court moyen terme. Sur le long terme, je pense que les Américains se disent que les Chinois auront quand même pas mal de mal à s'implanter au Moyen-Orient. Bien sûr, économiquement, ils sont très présents et ils le seront sûrement de plus en plus, mais militairement et stratégiquement, ça va être compliqué. D'autant qu'on voit que les Chinois, comme les Russes d'ailleurs aujourd'hui, font des gros efforts sur le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire pour sécuriser leurs propres approvisionnements énergétiques. Également, sécuriser les routes commerciales qui leur permettent de rapatrier leurs matières premières et leurs ressources fondamentales. Donc, vu de Washington, je pense que les stratèges américains se disent le grand jeu entre guillemets se passera plutôt dans l'océan Indien. D'abord, bien sûr, en mer de Chine, dans les débouchés de la mer de Chine, dans l'océan Indien, voire sur le littoral de la péninsule arabique, des pays comme Oman, le Yémen, l'Iran, bien sûr, le Pakistan, et que c'est plutôt là qu'il faudra contrer réellement les Chinois beaucoup plus qu'en Méditerranée. C'est ma compréhension. Plusieurs questions sur les relations entre les États-Unis et la France en Méditerranée et sur les relations qu'entretiennent l'US Navy et la Marine nationale. Bah là, je pourrais pas trop répondre parce que d'autant plus que je crois qu'avoir vu qu'on a un certain nombre comment dire d'auditeurs, de parties, enfin d'auditeurs qui appartiennent à SecMed, enfin au commandement pour la Méditerranée, et qui sont bien mieux placés que moi pour répondre à cette question. Ma compréhension, c'est que les relations entre, disons, la marine française, ou en tout cas les forces armées françaises et les forces armées américaines sont structurellement bonnes, mais qu'au niveau politique, les États-Unis ont toujours tendance à considérer tous les autres, sauf peut-être les Anglais et encore, comme des supplétifs. Des supplétifs bien pratiques, donc des gens avec qui on peut finalement s'entendre ponctuellement pour des missions particulières, mais qui restent toujours en deuxième division par rapport à ceux qui jouent en première division. Voilà ma réponse. Ce qui m'amène aussi à parler, puisque j'en ai pas parlé, de la BSS, enfin de la bande sahélo-saharienne, puisque finalement quelque part c'est un peu la prolongation sud ou le prolongement sud du bassin méditerranéen. En tout cas pendant la campagne électorale et depuis son élection, Joe Biden et son équipe n'ont pas montré un intérêt majeur pour, on va dire, la zone sahélienne. Et donc, il y a un débat, clairement, pour savoir s'il faut continuer à soutenir l'effort de la France, de l'Europe, du G5 Sahel, etc., pour essayer de stabiliser la région. On pouvait penser, disons, de ce qu'on avait pu lire de la campagne électorale, que Joe Biden était plutôt pour pour prolonger le statu quo, c'est-à-dire en fait pour préserver le soutien logistique qui avait déjà été attribué et ne pas le remettre en cause, mais certainement pas de s'investir davantage. Quand on voit les échanges de déclarations des uns et des autres, on peut se poser la question. En tout cas, il y a clairement un débat à Washington entre il est utile de continuer à aider les Européens finalement à sécuriser la bande sahélienne, et ceux qui disent non, finalement c'est pas nos intérêts, engageons-nous ailleurs. De mon modeste point de vue, en tout cas observatoire, c'est ce que je peux voir. Après, d'autres personnes ont sûrement un avis plus éclairé. Une nouvelle question sur la Libye. Dans le conflit, quelle va être la position de Biden? Qui va-t-il soutenir? À mon avis, je dirais pas personne, mais je pense qu'il va être très prudent. Je pense tout le monde voit bien que pour le moment, ni l'un ni l'autre, aucun des deux camps ne peut gagner, que ça risque de durer. Donc
mon intuition, c'est qu'il va plutôt tout faire pour essayer de créer un équilibre et donc maintenir une sorte de statu quo, je pense. Et une question sur la relation entre Biden et l'Irak. C'est une très bonne question. Je crois que là aussi sur l'Irak, l'équipe de Biden est divisée. C'est-à-dire que parce que dans l'équipe de Biden, finalement, il y a aussi c'est une équipe transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées, moins âgées, il y a des jeunes, il y a des gens très expérimentés, d'autres qui le sont moins. Et Joe Biden, au départ, était favorable, enfin, à voter la guerre en Irak en 2003. Donc, il s'en cache pas, hein, il le reconnaît, il assume complètement. Je pense qu'après, il en a tiré aussi les conclusions. Il a vu que c'était une erreur. Mais en même temps, il est conscient de tous les sacrifices, de tout l'argent investi, de tous les efforts investis. Donc, ma compréhension, c'est que il fera tout pour rester à minima et il utilisera l'Irak ou sa présence en Irak comme un élément de négociation absolument clé avec l'Iran. Donc, il fera tout pour faire en sorte de neutraliser, c'est-à-dire de diviser, de neutraliser l'Irak pour que l'Irak ne revienne pas intégralement à l'Iran. Mais il regardera ce qui se passe et on voit bien que sur le long terme, enfin, il suffit tous les gens qui ont été sur place, qui suivent ça de près, voient bien que les Américains sont globalement quand même toujours aujourd'hui honnis en Irak. J'ai des, je pourrais vous raconter des témoignages, mais clairement, pour le dire comme ça, à part dans la zone verte, les Américains, le moins qu'on puisse dire, c'est ne sont pas aimés en Irak. Donc Biden en est bien conscient, le Pentagone aussi d'ailleurs. Donc finalement, si à l'issue d'un deal avec les Iraniens, les Américains peuvent sortir la tête haute d'Irak en ayant un certain nombre de contreparties, et si ça leur permet de trouver un deal majeur, par exemple régional avec l'Iran, je pense que c'est une possibilité. Et pour conclure, quels sont les indicateurs pour mesurer le potentiel retrait américain en Méditerranée? Bah clairement, bien sûr, la présence militaire. Et donc là, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai démontré. Donc la présence a diminué. Elle a diminué, mais elle reste toujours présente. Elle reste réelle. Mais le marqueur, ce serait probablement la fermeture de bases clés. Ce qui m'amène à parler, j'en ai pas parlé tout à l'heure, de la base d'Incirlik en Turquie, qui est évidemment une base qui a longtemps été une base absolument stratégique pour les Américains, puisque c'est de là que partaient un certain nombre d'avions espions, d'avions de reconnaissance, de chasseurs bombardiers, de forces aériennes et de projection, notamment pour les actions sur l'Irak, la Syrie et plus généralement sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et puis là, on voit bien qu'à la fin de la période Trump, pour faire monter un peu la pression, Recep Tayyip Erdogan remettait quelque part en cause la possibilité, enfin en tout cas la présence américaine à Incirlik. À tel point que les Américains ont très certainement un plan B et un plan C, c'est-à-dire que si demain ils devaient quitter rapidement Incirlik, ils ont sûrement des plans de repli pour se repositionner en Grèce, en Crète, peut-être même en Israël d'ailleurs. Mais là, ce serait vraiment un signal très fort de crise majeure entre les États-Unis et la Turquie. Mais par contre, si par exemple les États-Unis fermaient des bases en Italie, en Espagne, évacuaient Bizerte, là, ça pourrait être un indicateur, en effet, qu'il y a un changement majeur qui est en train de se produire à Washington. Si par exemple également il fermait la base antimissile, la base de détection de missiles balistiques en Turquie, ils sont en train d'en ouvrir une en Roumanie, ou si il réduisait considérablement, voire il supprimait une grande partie de leur soutien à Israël, là aussi ça pourrait être un
un signe majeur. Mais encore une fois, je pense que les Américains ont tout intérêt et vont rester présents militairement au Moyen-Orient. Simplement, ils sont en train de réorganiser leur dispositif pour être moins vulnérables, pour être plus concentrés et pour pouvoir agir demain ou après-demain sur des points vraiment précis où leurs intérêts stratégiques seront menacés. Mais ils ne se retirent pas du Moyen-Orient. Et même s'ils ont baissé un petit peu leur posture, ils se retirent pas non plus militairement de Méditerranée. Merci. Voilà. Merci beaucoup. L'heure tourne. Et malheureusement, il y aura certainement d'autres questions, mais il va falloir clôturer cette soirée. Merci Pierre pour ce tour d'horizon extrêmement précis sur les enjeux américains forts finalement dans cette région. Et on n'est pas surpris, c'est une des régions les plus chrysogènes du monde. Il serait étonnant que les Américains ne s'y intéressent pas. On a quand même compris Biden était quelqu'un de très prudent, qu'il y avait beaucoup de débats qui restaient encore et donc des initiatives qui sont encore en attente et des décisions encore en attente à Washington. Que Kamala Harris, il fallait s'y intéresser parce que Biden peut-être ne fera pas un mandat complet, en tout cas certainement pas un deuxième mandat, ça c'est sûr, il l'a dit. Et puis il y a les autres acteurs qui sont là et puis qui sont arrivés et qui partiront pas. On ne revient pas en arrière. Et maintenant, grâce à toi, on a vraiment les paramètres de l'équation clairement bien mis sur la table et donc on va bien voir dans les mois qui viennent comment tout ça va tourner. Merci à tous. Cette conférence sera très bientôt sur notre site. Et la prochaine conférence dans un mois, vous aurez tout le programme sur notre site. Vous l'avez déjà, donc n'hésitez pas à vous inscrire également à notre newsletter. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Merci de votre attention.